mon nom est Drew Collins. J'ai 18 ans et, 3 semaines avant la date où je devais commencer l'université, j'ai découvert que mes parents m'avaient volé 187 000 $. Ma grand-mère a mis cet argent de côté pendant 18 ans, chaque mois. Chaque mois, sans exception, pour que je puisse avoir un avenir. Mes parents ont tout vidé pour acheter une maison à mon frère. Et quand j'ai demandé pourquoi, ma mère m'a regardé droit dans les yeux et a dit, « Parce que c'est lui qui compte vraiment dans cette famille. » Je n'ai pas crié. Je n'ai pas supplié. J'ai pris le téléphone et j'ai appelé ma grand-mère. Ce qu'elle a fait ensuite a fait la une du journal télévisé. Avant de commencer, si cette histoire vous touche, s'il vous plaît, prenez un moment pour aimer et vous abonner, mais seulement si elle vous parle vraiment. Dites-moi dans les commentaires, d'où regardez-vous, et quelle heure est-il chez vous? Maintenant, laissez-moi vous ramener à il y a 3 semaines. Le jour où un appel téléphonique a tout changé. J'ai grandi à Ridgemont, une petite ville de 12 000 habitants, le genre d'endroit où tout le monde vous salue depuis son porche et où personne ne verrouille la porte d'entrée. Notre maison se trouvait sur Oak Street, une maison de plein pied marron avec une pelouse clairsemée et un panier de basket que Tyler avait arrêté d'utiliser il y a des années. Nous étions 4 à y vivre, maman, papa, mon frère aîné Tyler et moi. Sur le papier, une famille normale. En pratique, un système de classement. Tyler était le fils, j'étais un bruit de fond. Il a abandonné l'université lors de sa 2e année. Sa mère lui a organisé un dîner et l'a appelé « célébration d'un nouveau départ ». Il a quitté 3 emplois en 2 ans, maman disait que chaque patron était ingrat. Il est revenu vivre à la maison à 24 ans, maman a redécoré son ancienne chambre. Moi? J'étais au tableau d'honneur chaque semestre. J'ai rejoint l'équipe de débat. J'ai travaillé à temps partiel au café de Birch Avenue dès l'âge de 15 ans. J'ai acheté mes propres manuels, mes propres vêtements, et je n'ai jamais demandé d'argent pour l'essence. Et chaque fois que je rapportais quelque chose à la maison, un trophée, un bulletin de notes, une lettre d'acceptation, maman levait à peine les yeux de ce qu'elle faisait et disait « C'est bien, Drew ». Je me souviens d'un soir en particulier, lors de mon avant-dernière année de lycée. Je suis entré avec un bulletin, encore des partout, et maman était au téléphone avec Tyler. Elle m'a fait signe de partir sans me regarder et a pointé le comptoir de la cuisine. J'y ai posé le bulletin. Il était encore là 3 jours plus tard, non ouvert. Papa restait assis au bout de la table la plupart des soirs, silencieux, les yeux fixés sur son assiette. Il n'a jamais dit que je ne comptais pas, il n'a juste jamais dit que je comptais. La seule personne qui m'ait jamais fait sentir que j'existais était ma grand-mère, Mamie Ruth. Elle m'a dit quand j'avais 10 ans, « Cet argent est à toi, ma chérie. Je l'ai économisé pour ton avenir. » Je n'en ai jamais douté, pas une seule fois. Je ne savais pas que maman avait commencé à vider le compte en novembre dernier. Laissez-moi vous parler de mon frère, Tyler Collins, 26 ans. Grand, un sourire facile, le genre de gars qui entre dans une pièce et que tout le monde apprécie. Il tient ça de maman, le charme, cette façon d'attirer les gens. Ce qu'il n'avait pas, c'était la persévérance. Il s'est inscrit à l'université d'État, a tenu 3 semestres, puis a dit à maman que les professeurs ne comprenaient pas son potentiel. Elle était d'accord. Il a essayé la vente, a démissionné, a essayé d'être barman, s'est fait virer, a essayé le design graphique en freelance, ce qui consistait surtout à rester assis dans son appartement à faire défiler Reddit pendant que ses factures restaient impayées. À chaque fois, maman avait une explication, le système n'est pas fait pour les gens créatifs comme Tyler. Son patron se sentait menacé par lui. Il a juste besoin de la bonne opportunité. Et chaque fois que je réussissais quelque chose, maman avait aussi une explication pour ça, c'est plus facile pour les filles, il y a moins de pression. Drew a juste l'intelligence des livres, ce n'est pas la même chose que l'intelligence du monde réel. Elle n'a pas les fardeaux de Tyler. À la fête de l'Action de grâce l'année dernière, je venais d'être accepté dans 3 universités. J'attendais que maman en parle au dîner. Elle ne l'a pas fait. Au lieu de cela, elle s'est levée en bout de table, a levé son verre et a dit « Je veux que tout le monde sache que Tyler va accomplir quelque chose d'incroyable. J'y crois de tout mon cœur. » La table a applaudi. Oncle Jim, tante Patty, la cousine Sarah, tout le monde. Personne n'a mentionné mes acceptations. Pas une seule personne. Papa était assis à l'autre bout, fourchette à la main, fixant sa purée de pommes de terre comme si elle détenait les réponses à tout. Après le dîner,
mon téléphone a sonné. Mamie Ruth. Elle n'était pas à la fête de l'Action de grâce à cause d'un genou douloureux cet hiver-là, mais d'une manière ou d'une autre, elle savait. Sa voix était prudente, posée. Drew, j'ai besoin que tu gardes tout ce que je t'ai envoyé. Chaque enveloppe. Tu me comprends? Je n'ai pas compris, pas à ce moment-là. Oui, mamie, je le ferai. J'aurais aimé demander pourquoi. 3 semaines avant le jour de l'emménagement, un mardi de juillet, je suis assise au comptoir de la cuisine, mon ordinateur ouvert, en train de finaliser ma liste de contrôle d'inscription. Dépôt pour le logement payé avec mes économies du café. Forfait repas sélectionné. Frais de scolarité à transférer de mon fonds universitaire. J'appelle la banque pour confirmer les instructions de virement. C'est la routine. J'ai répété cet appel dans ma tête pendant des mois. La femme au bout du fil me demande mon numéro de sécurité sociale, ma date de naissance et la vérification du compte. Je lui donne tout. Puis, le silence. Pas une pause. Un silence. Le genre de silence où l'on entend quelqu'un choisir ses mots. Mademoiselle Collins, le solde actuel de ce compte est de 214,36 $. Je ris. Je ris vraiment parce qu'il y a évidemment une erreur. Je suis désolé, pouvez-vous vérifier à nouveau? Le compte devrait avoir environ 187 000 $. Encore du silence. Des cliquetis de clavier. Madame, je regarde l'historique des transactions. Il y a eu de multiples retraits au cours des 8 derniers mois, pour des montants allant de 9 000 $ à 15 000 $ par transaction. Les retraits ont été autorisés par le tuteur du compte, un certain monsieur Roy Collins. Mon père. Je ne dis rien. La cuisine est si calme que j'entends le ronronnement du réfrigérateur. Par la fenêtre, je vois le nouveau pick-up de Tyler dans l'allée, celui qu'il a eu le mois dernier, celui dont maman a dit que c'était une bonne affaire venant d'un ami. Mes mains ne tremblent pas. Elles le devraient, mais non. Tout est immobile, comme si le monde avait appuyé sur pause et oublié de relancer la lecture. 214 $ sur 187 000 $. 8 mois. Il s'y servait depuis 8 mois. J'ai posé le téléphone doucement, je me suis levé du comptoir et je suis allé trouver ma mère. Elle est dans le salon, les pieds sur le pouf, regardant une émission de rénovation, un verre de thé glacé perlant de condensation sur la table d'appoint, tout à fait à son aise. Maman, où est mon fonds universitaire? Elle ne tressaille pas. Elle n'a même pas l'air surprise. Elle prend la télécommande, coupe le son de la télé et se tourne vers moi comme si je venais de lui demander quel temps il faisait. Nous l'avons utilisé pour la maison de ton frère. Il en avait plus besoin que toi. La pièce vacille. Pas physiquement, mais quelque chose bascule en moi. Un mur porteur que j'ignorais posséder vient de se fissurer. C'était mon argent. Mamie Ruth l'a économisé pour moi. Maman sourit. Pas d'un sourire chaleureux, mais patient de la façon dont on sourit à un enfant qui ne comprend pas encore comment le monde fonctionne. Ta grand-mère peut économiser tout ce qu'elle veut. Je suis ta mère. C'est moi qui décide de ce qui est le mieux pour cette famille. C'était un compte en tutelle. Légalement, il m'appartient. Elle se lève, s'approche de moi assez près pour que je sente son parfum, celui à la vanille qu'elle porte pour aller à l'église. Tu veux parler de l'égalité? Très bien. Poursuis-moi. Mais rappelle-toi qui t'a élevé, qui t'a nourri, qui t'a logé. Elle penche la tête et m'étudie. Tyler avait besoin d'une base stable, d'un foyer, de quelque chose de réel. Toi. Elle fait un geste de la main comme pour chasser une mouche. Tu te débrouilleras. Tu le fais toujours. Et puis la phrase, celle que je porterai toute ma vie, c'est lui qui compte vraiment dans cette famille. Elle le dit comme on énonce un fait. Le ciel est bleu, l'eau est mouillée, ton frère compte plus que toi. Puis elle remet le son de la télé et se rassoit. Je suis toujours debout là, mais quelque chose en moi a déjà quitté la pièce. Je ferme la porte de ma chambre et m'assois sur le bord du lit. Mes mains sont fermes. Ma respiration est régulière. Mais à l'intérieur, les calculs tournent déjà. Dépôt pour les frais de scolarité, 5 000 $ dû dans 10 jours. Si je le rate, je perds ma place. Si je perds ma place, ma demande de bourse en attente, celle liée à l'inscription, meurt avec elle.
4 ans au tableau d'honneur, les trophées de débat, les lettres de recommandation, la préparation au SAT à la bibliothèque parce que je ne pouvais pas me payer un tuteur. Tout cela s'envole. J'ai 812 $ sur mon compte courant. C'est 4 mois de pourboire au café. Cela ne couvrira pas le dépôt, et encore moins un semestre. Je passe en revue les options. Des prêts étudiants? J'aurai besoin d'un cosignataire, papa ne signera rien que maman n'approuve pas. Un recours d'urgence pour l'aide financière? Possible, mais lent, trop lent. Je pourrais supplier. Je pourrais retourner dans ce salon, me mettre à genoux et demander à ma mère de, s'il vous plaît, me rendre mon avenir. Mais je sais déjà ce qu'elle dirait. C'est là le piège, n'est-ce pas? Ils ont tout pris parce qu'ils savaient que je ne m'effondrerais pas. Ils ont compté sur ma résilience comme une permission de me voler. Si je ne fais rien, si je reste silencieuse et que j'avale cette couleuvre pour maintenir la paix comme je l'ai fait toute ma vie, je perds 187 000 $. Je perds l'université. Je perds le seul chemin que j'ai construit pour moi-même hors de cette maison, de cette ville, de ce système de classement où je serai toujours deuxième. Je regarde mon téléphone, l'écran s'éclaire. Contact. Le nom en haut de ma liste de favoris, Mamie Ruth. Je ne l'ai pas encore appelé. Pas encore. Parce que je sais qu'une fois cet appel passé, il n'y aura pas de retour en arrière. Je trouve papa dans le garage. Son établi est couvert de bouts de fil et de rubans électriques. Il recable une boîte de dérivation pour un client. La radio diffuse du rock classique à bas volume. Il ne lève pas les yeux quand j'entre. Papa. Ses épaules se crispent. Il sait. As-tu signé les formulaires de retrait? Il pose les pinces coupantes et fixe le mur derrière l'établi. Il y a un long et terrible silence, le genre qui répond à la question avant même les mots. Puis il acquiesce. Pourquoi? Ta mère a dit que c'était la bonne chose à faire pour la famille. Il se tourne. Ses yeux sont rouges sur les bords. Pas à cause des pleurs, mais par manque de sommeil. Je peux le voir maintenant à la façon dont sa mâchoire se contracte, la façon dont ses mains s'agitent. Il a su que c'était mal tout au long. Tyler est ton frère. Nous sommes tous une famille. L'argent. Il reviendra, Drew. Il reviendra, je répète, laissant la phrase flotter entre nous. 187 000 $ vont juste revenir comme ça? Il détourne le regard. Ta mère pensait que... Rien. Il reprend les pinces coupantes, les tenant comme une encre. Tu as sacrifié mon avenir, papa. Et tu ne peux même pas me regarder. Il ne me regarde pas. Il ne dit pas un mot de plus. Je quitte le garage, traverse la cuisine, passe devant le comptoir où mon bulletin est resté fermé pendant 3 jours, passe devant le salon où l'émission de rénovation de maman continue de défiler. Je vais dans ma chambre, je m'assois sur le lit, je prends le téléphone et j'appelle Mamie Ruth. Elle décroche à la 2e sonnerie. Sa voix est chaleureuse comme toujours, comme le soleil à travers une fenêtre de cuisine. Drew, ma chérie, tout va bien? Je lui raconte tout. Tout. L'appel à la banque, le solde, les 8 mois de retrait, la signature de papa, le visage de maman quand elle me l'a dit. Chaque mot dans l'ordre, sans pleurer. Quand j'ai fini, il y a un silence. 10 secondes, peut-être plus. Puis sa voix revient, et elle est différente. Plus du tout chaleureuse, tranchante, contrôlée, comme une lame enveloppée de velours. Ils ont tout pris? Oui, mamie. Quand? Ton père a signé? Oui. Et ta mère était au courant. Elle a tout planifié. Un autre silence. Je l'entends respirer lentement, délibérément. La façon dont elle respire quand elle réfléchit, quand elle pense vraiment à la suite. Drew, écoute-moi attentivement. Sa voix est ferme maintenant. Pas de tremblement, pas d'hésitation. Cet argent est à toi. Pas à eux, pas à la famille. À toi. Tu me comprends? Oui, madame. J'ai chaque document, absolument tous, depuis le jour où j'ai ouvert ce compte. Quelque chose se desserre dans ma poitrine. Pas du soulagement, exactement, plutôt comme le moment où l'on réalise qu'on n'est pas seul dans une pièce sombre. Mamie, je ne sais pas quoi faire.
Tu n'as pas besoin de savoir pour l'instant. Je suis là pour ça. Une pause. Es-tu en sécurité? As-tu besoin de venir chez moi ce soir? Ça va. Demain matin, 8 heures, à ma table de cuisine. Apporte tout ce que je t'ai envoyé par courrier. Chaque enveloppe, chaque lettre, chaque document. Peux-tu faire ça? Oui. Bien. Dors un peu, ma chérie. Nous avons du travail. Je raccroche et fixe le plafond. Elle avait gardé des copies pendant 18 ans. Elle avait tout gardé. Je me demande, avait-elle toujours su que cela pourrait arriver? Matin. Je mets mes chaussures près de la porte d'entrée quand maman apparaît dans le couloir. Coiffée, maquillée, les bras croisés. Où vas-tu? Chez mamie. Son visage change. Pas de la colère, mais quelque chose de plus froid. De la reconnaissance. C'était comme si elle attendait ce mouvement et avait déjà une contre-attaque prête. Tu as appelé ta grand-mère à ce sujet. C'est son argent qu'elle a économisé. Elle mérite de savoir. Maman s'approche. Son menton tremble juste au bon moment. Drew, tu es en train de détruire cette famille. Comprends-tu ce que tu fais? Les larmes arrivent. Pratiquer. Précise. Ta grand-mère ne comprend pas notre situation. Elle ne l'a jamais comprise. Elle m'a toujours jugé. Il ne s'agit pas de jugement, maman. Tu l'as choisie elle plutôt que ta propre mère? Après tout ce que j'ai fait pour toi. Je la regarde jouer son rôle. La lèvre tremblante, la main pressée sur son cœur. J'ai vu ce numéro exact 100 fois, quand papa a contesté la facture de carte de crédit, quand le propriétaire de Tyler a appelé pour un loyer en retard, quand tante Patty a demandé pourquoi je n'étais pas sur la photo de la carte de Noël. Pleurer. Détourner l'attention. Reformuler. Se poser en victime. Papa se tient derrière elle dans le couloir, les bras ballants. Silencieux. Témoin de tout, participant de rien. Je ne détruis pas cette famille, maman. C'est toi qui l'as fait quand tu m'as volé. Ses yeux deviennent inexpressifs. Les larmes s'arrêtent comme si quelqu'un avait fermé un robinet. Fais très attention, Drew. Je passe devant elle. Elle ne bouge pas pour me bloquer le passage. Elle n'en a pas besoin. Elle attrape déjà son téléphone alors que je sors. Je suis à peine dans la voiture que je la vois par la fenêtre, maman arpente la cuisine, le téléphone à l'oreille, faisant de grands gestes. Elle appelle Tyler, j'en suis sûr. La gestion des dégâts a déjà commencé. La maison de Mamie Ruth se trouve sur Maple Street. Un petit cottage blanc avec des volets bleus et une balançoire sur le porche qui est là depuis avant ma naissance. Des hortensias le long de l'allée, un carillon près de la porte. Ça sent toujours le café et la lavande à l'intérieur. Elle m'attend à la table de la cuisine, ses lunettes de lecture sur le nez, un dossier bleu ouvert devant elle, et à côté, un deuxième dossier et un troisième. Je m'arrête sur le seuil. Mamie, depuis combien de temps as-tu tout ça? 18 ans, dit-elle sans lever les yeux. Assieds-toi. Je m'assois. Elle fait glisser le premier dossier sur la table. À l'intérieur, le document original d'ouverture du compte UTMA. Mon nom, Drew Collins, bénéficiaire. Le nom de papa, Roy Collins, tuteur. Daté du mois de ma naissance. Notarié. Deuxième dossier, les relevés de compte annuels de chaque année, 18 au total, classés par ordre chronologique avec des onglets de couleur. Troisième dossier, le relevé le plus récent indiquant un solde actuel de 2,14,36 $. Elle le tapote du doigt. Je demandais ces relevés à la banque chaque mois de janvier. Chaque année. Parce que je connais ma fille. Elle lève les yeux vers moi par-dessus ses lunettes. J'aime Diane, mais je n'ai jamais fait confiance à Diane avec l'argent. Ma gorge se serre. Tu savais que cela pourrait arriver. J'espérais que non. Elle referme le dossier doucement. Mais je me suis préparé à cette possibilité. Ce n'est pas la même chose que de s'y attendre. Elle se lève, me verse du café sans demander, et pose la tasse devant moi. J'appelle Margaret Bowen ce matin. C'est la meilleure avocate spécialisée en succession du comté, et nous allons récupérer chaque centime qui t'appartient. Je serre la tasse entre mes mains.
Mamie, c'est ta fille. Ruth Hartwell me regarde. Ses yeux sont fixes et clairs. 74 ans et absolument inébranlable. Et tu es ma petite fille. Et ce qu'elle a fait est un crime. Mais elle a fait plus qu'appeler une avocate, bien plus que ce que j'aurais pu imaginer. Margaret Bowen arrive à 14 h cet après-midi-là. Elle conduit une berline argentée, porte un blazer bleu marine même en juillet, et transporte une mallette en cuir qui semble avoir survécu à 30 ans de tribunaux. 60 ans, les cheveux gris attachés, une poignée de main comme un étau. Elle s'assoit à la table de la cuisine de Mamie Ruth, met ses lunettes de lecture et examine chaque document dans ses dossiers bleus, page par page. 20 minutes de silence, si l'on accepte le bruit occasionnel du papier que l'on tourne. Puis elle enlève ses lunettes et les pose. Madame Hartwell, c'est limpide. Elle me regarde. Drew, il s'agit d'un compte UTMA Uniform Transfer to Minor Act. L'argent sur ce compte t'appartient depuis le jour où ta grand-mère l'a déposé. Ton père a été nommé tuteur, ce qui signifie qu'il avait une obligation fiduciaire de le gérer uniquement dans ton intérêt. Elle tapote le dernier relevé. Le mot criminel flotte dans l'air comme de la fumée. Quelles sont les options de Drew, demande Mamie Ruth. 2 voies, une action civile pour restitution, récupérer l'argent et une plainte pénale déposée auprès du bureau du procureur. Margaret marque une pause. Vous pouvez poursuivre l'une ou les deux. Ruth me regarde. Je la regarde. Elle ne me dit pas quoi faire. Elle ne l'a jamais fait. Elle acquiesce simplement une fois et attend. Les deux, dis-je. Margaret écrit quelque chose dans son carnet et le referme. Je déposerai la plainte demain matin. J'aurai besoin que vous soyez toutes les deux disponibles pour des dépositions. Elle serre les mains à la porte ferme, professionnelle. Les rouages sont lancés, et ils ne s'arrêtent pour personne. Après le départ de Margaret, je m'attends à ce que Mamie Ruth se rassoie pour digérer. Elle ne le fait pas. Elle prend son téléphone et fait défiler ses contacts avec la concentration d'une femme qui a déjà prévu ses 3 prochains coups. Mamie, qu'est-ce que tu fais? J'appelle Karen Avery. Je cligne des yeux. Karen Avery? La journaliste? De la chaîne 7? C'était mon élève, promotion 2003. Une tête bien sur les épaules. Honnête. Mamie, tu es sûre? C'est public. Tout le monde saura. Ruth pose le téléphone sur la table et me regarde. Elle me regarde vraiment. Pas avec colère, pas avec urgence, mais avec le calme certain de quelqu'un qui a regardé sa fille réécrire la vérité pendant 40 ans. Drew, écoute-moi. Diane est déjà en train de contrôler l'histoire. Je te garantis qu'elle a appelé 5 personnes ce matin pour leur dire qu'il s'agit d'un malentendu, d'une querelle de famille. Elle ira à l'église dimanche, serrera des mains, sourira et dira que sa mère est difficile. Elle se penche en avant. Ta mère a survécu à chaque crise de sa vie en s'assurant que personne n'entende l'autre version. Elle compte sur notre silence. C'est ainsi qu'elle opère. C'est ainsi qu'elle a toujours opéré. Je pense à la publication Facebook que je sais imminente. Celle où maman se présentera en victime. Je pense à quel point elle est convaincante, à la façon dont elle a pleuré ce matin sur commande, à la façon dont même moi qui suis au courant j'ai presque failli la croire. Si nous restons silencieuses, dit Ruth, elle transforme cela en un désaccord familial. Le procureur voit une version contre une autre, et elle s'en tire. Elle reprend le téléphone. Je n'ai pas économisé cet argent pendant 18 ans pour laisser ma fille le voler en silence. Elle compose le numéro. Je suis assise à la table et je réalise que ma grand-mère n'est pas seulement en colère. Elle a un plan, et je n'ai aucune idée de jusqu'où il ira. Dès le soir même, maman est en mode opérationnel complet. Mon téléphone vibre 11 fois entre 18 h et 21 h. Je ne réponds pas. Elle appelle Mamie Ruth, pas de réponse. Elle nous envoie un SMS à toutes les deux, c'est une affaire de famille. Vous êtes en train de tout détruire. Tyler remboursera. Donnez-nous juste du temps. Mais le temps est exactement ce qu'elle a utilisé pour prendre l'argent au départ. 8 mois de temps. Tranquillement. De manière calculée. Mois après mois. Tyler m'appelle à 20 h 30. Je réponds à celui-là. Drew? Maman dit que tu es allé chez mamie. Elle panique.
Elle m'a dit de venir là-bas pour arranger les choses. Tyler, savais-tu d'où venait l'argent pour ta maison? Silence. Maman a dit qu'elle avait pris un prêt sur la valeur nette de la maison. C'est ce que les papiers montraient. Il n'y avait pas de prêt sur la valeur nette. Elle t'a menti à toi aussi. Encore du silence. Je l'entends respirer. Drew, écoute, laisse-moi parler à mamie. Je peux régler ça. Tu ne peux pas régler ça, Tyler. C'est déjà brisé. Je raccroche et pose le téléphone face contre terre. Pendant ce temps, et je ne l'apprendrai que le lendemain matin, maman appelle les voisins et les amis de l'église, publiant dans le groupe Facebook de la communauté de Ridgemont à 21h47, « S'il vous plaît, priez pour notre famille. » Ma mère essaie de nous déchirer à cause d'un malentendu sur les finances. J'ai toujours fait passer mes enfants en premier. Je demande simplement vos prières et votre compréhension pendant cette période douloureuse. 62 réactions avant minuit. Des cœurs, des mains jointes, reste forte, Diane. Elle était déjà en train de réécrire l'histoire. C'est ce qu'elle fait. Elle n'allait jamais s'arrêter, pas avant que quelqu'un ne dise la vérité plus fort. Et à ce moment-là, je ne le savais pas, mais Mamie Ruth était assise dans sa cuisine en train de rédiger un email à Karen Avery avec 3 dossiers bleus à portée de main. Je suis resté assise dans ma chambre cette nuit-là, fixant la publication Facebook de maman. 62 personnes lui envoyant des prières. Et je me suis demandé, est-ce moi qui ai tort ici? Elle appelait ça un malentendu. Une partie de moi, la partie qui a passé 18 ans à vouloir qu'elle-même voulait croire cela. Mais $214 sur mon compte, ce n'est pas un malentendu. C'est un choix. Et son choix ne m'incluait pas. Si votre mère vous prenait $187 000 et appelait cela une décision familiale, la croiriez-vous ou continueriez-vous comme je l'ai fait? Dites-le moi dans les commentaires. 2 jours plus tard, samedi, ma fête de fin d'études secondaires. Je ne veux pas y aller. J'ai l'impression de marcher dans une pièce de théâtre où tout le monde a le mauvais scénario. Mais Mamie Ruth m'appelle ce matin-là et me dit, « Va-y, ma chérie. Souris. Sois gracieuse. Laisse ta mère se sentir à l'aise. » Quelque chose dans sa façon de le dire me laisse penser que cela fait partie d'un dessein plus large, mais je ne pose pas de questions. La fête a lieu dans notre maison sur Oak Street. Maman a mis le paquet, des banderoles aux couleurs de l'école, une bannière qui affiche « Félicitations, Drew » en lettres dorées, des sandwichs commandés au traiteur de Main Street, un gâteau avec mon nom dessus. 30 personnes remplissent le salon et débordent sur la terrasse arrière. Oncle Jim et tante Patty, la cousine Sarah, 3 de mes professeurs, dont Madame Patterson qui m'a enseigné l'anglais AP pendant 2 ans, des voisins, des amis de l'église de maman, et quelques contacts professionnels de papa. Tyler est là aussi. Il est assis dans un coin de la terrasse avec une bière, parlant à peine. Il a l'air d'un homme qui n'a pas dormi depuis 3 jours. Maman glisse dans la pièce comme si elle présentait les Emmy Awards, un sourire parfait au rouge à lèvres figé. Elle touche des épaules, remplit des verres et rit à chaque plaisanterie. À un moment donné, elle se tient près de la bannière et m'entoure l'épaule de son bras pour une photo. Je suis tellement fier de cette fille, annonce-t-elle à personne en particulier. Ma petite battante indépendante. Elle va accomplir des choses incroyables. Je souris pour l'appareil photo. Je dis merci quand les gens me tendent des cartes. Je mange du gâteau. Mais pendant tout ce temps, j'observe, je compte les visages. 30 personnes dans cette pièce. Aucune d'entre elles ne sait que mon fonds universitaire a disparu. Pas encore. Cela arrive au milieu de la fête. Je me tiens près de la table de nourriture quand la grande tante Bonnie, la tante de maman, s'approche avec une serviette dans une main et un sourire si sincère qu'il me serre le cœur. Alors, Drew, où vas-tu pour l'université, ma chérie? Je sais que Ruth doit être si fière. La pièce ne devient pas exactement silencieuse, mais les conversations s'amenuisent. Quelques personnes se tournent. Avant que je puisse répondre, maman est là. Elle surgit de nulle part, la main sur mon épaule, serrant juste assez fort. Oh, Drew est encore en train de réfléchir. Vous savez, les jeunes de nos jours ils changent d'avis toutes les 2 semaines. Tante Bonnie penche la tête. Mais Ruth n'avait-elle pas constitué un fonds pour elle? Elle en parle depuis des années. La pièce écoute maintenant. Je le sens, ce mouvement collectif d'attention. Maman ne perd pas une seconde.
Le fonds de ma mère était en fait plutôt un investissement familial, et nous l'avons redirigé là où on en avait le plus besoin. Elle rayonne. Tyler vient d'acheter sa première maison. N'est-ce pas merveilleux? Quelques hochements de tête, quelques murmures polis de félicitations, mais pas tout le monde. Je vois Madame Patterson près de la fenêtre. Elle ne hoche pas la tête. Elle observe maman les yeux plissés, puis me regarde, puis regarde à nouveau maman. Sa mâchoire est contractée. Oncle Jim jette un coup d'œil à papa. Papa s'intéresse soudainement de très près à son assiette en carton. Maman continue. Drew a toujours été autonome. Elle n'a pas besoin d'un fond. Elle a du cran, n'est-ce pas, chérie? Elle serre à nouveau mon épaule. Toute la pièce attend que je confirme. Je ne confirme pas. Je ne dis rien du tout. Je regarde simplement mon assiette et je pense, elle vient de dire à 30 personnes qu'elle a volé mon argent, et elle ne s'en rend même pas compte. Après la fête, le jardin se vide lentement. Assiette en carton à la poubelle, reste de gâteau sur le comptoir. Maman est à l'intérieur en train de faire la vaisselle, fredonnant comme si de rien n'était. Tyler m'attrape sur le porche arrière. Drew, attends. Je m'arrête. Il a l'air affreux, les yeux injectés de sang, les mains dans les poches, se balançant d'un pied sur l'autre comme un enfant devant le bureau du directeur. Je sors la photo sur mon téléphone, celle que j'ai prise à la table de la cuisine de Mamie Ruth. Le document UTMA. Ses yeux le parcourent. Bénéficiaire, Drew Collins. Responsable, Roy Collins. Aucune mention de Tyler. Aucune mention de Diane. Aucune mention de famille. Son visage perd toute couleur. Oh, je ne savais pas, dit-il, presque un murmure. Drew, je le jure devant Dieu. Je ne savais pas. Je te crois. Maman a dit, elle m'a dit que c'était une ligne de crédit sur valeur domiciliaire. Elle m'a montré les documents. Elle a dit que tout était légitime. Il n'y avait pas de ligne de crédit, Tyler. Il s'assoit sur la marche du porche, met sa tête dans ses mains. Pendant un long moment, aucun de nous ne dit rien. Les grillons sont bruyants. Une voiture passe sur Oak Street. « Qu'est-ce que tu veux que je fasse » demande-t-il. Je m'assois à côté de lui, pas trop près. Je ne veux rien de toi. Je veux juste ce qui m'appartient. Il hoche lentement la tête, comme si le poids s'installait dans ses os. Elle m'a menti aussi, dit-il doucement. Elle m'a regardé droit dans les yeux et elle a menti. Ouais, dis-je. Elle l'a fait. Nous restons assis là dans la demi-obscurité. Deux frères et sœurs de part et d'autre d'un vol qu'aucun de nous n'a planifié. Et pour la première fois de notre vie, nous sommes sur la même longueur d'onde. Mais je sais que être sur la même longueur d'onde ne signifie pas la même fin. Lundi matin, une maman ouvre la boîte aux lettres et trouve une enveloppe du cabinet d'avocat de Margaret Bowen. Je le sais parce que je l'entends crier depuis ma chambre. Pas un mot, un son. Brut, furieux, comme un animal pris au piège. 30 secondes plus tard, elle frappe à ma porte. Tu portes plainte contre tes propres parents. J'ouvre la porte. Elle tient la lettre. Demande formelle de restitution. Avis de plainte pénale déposé auprès du procureur du district. Tu as perdu la tête? Maman, tu m'as volé 187 000 $ d'un compte custodial. C'est un crime grave. C'est notre famille. Ce n'est pas quelque chose qu'on porte devant un tribunal. Je n'ose pas la voix. Je n'en ai pas besoin. Les faits font le travail. Tu as eu 8 mois pour me le dire. Tu as choisi de ne pas le faire. C'est la conséquence. Et puis le changement. Les larmes à nouveau. Pile à l'heure. Elle froisse la lettre contre sa poitrine. Sa lèvre tremble. Sa voix descend à ce murmure blessé qu'elle a perfectionné depuis des décennies. J'essayais d'aider cette famille. Mes 2 enfants. Tu ne sais pas la pression que j'ai subie. Tyler avait besoin. Tyler n'avait pas besoin de mon fonds pour les études, maman. Ses yeux se durcissent, les larmes s'évaporent, et la voilà. La vraie Diane, pas la martyre, pas la mère dévouée, mais la femme qui a regardé l'avenir de sa fille et a décidé que c'était une monnaie d'échange. Si tu vas jusqu'au bout, dit-elle, la voix plate, tu ne feras plus jamais partie de cette famille.
Je soutiens son regard. Je n'en faisais déjà plus partie. Elle me fixe pendant 3 secondes entières. Puis elle se retourne, descend le couloir et claque la porte de la chambre si fort que les photos de famille tremblent au mur. Le lendemain matin, Grand-Ma Ruth a appelé Karen Avery, et tout a changé. Karen Avery arrive chez Grand-Ma Ruth le mercredi à 10 h. Un caméraman, un producteur de terrain, une camionnette grise de Chanel 7 garée sur Maple Street. Karen a une quarantaine d'années, des yeux perçants. Elle serre la main de Grand-Ma Ruth à la porte et dit « Madame Hartwell, je ne vous ai pas vue depuis le cours d'anglais de 2e année. Tu étais une très mauvaise orthographeuse, dit Ruth, mais une excellente auditrice. C'est ce qui compte aujourd'hui. » Elle s'assoit à la table de la cuisine. Les dossiers bleus sont ouverts, la caméra tourne. Ruth raconte l'histoire comme elle fait tout, calmement, complètement, sans embellissement. 18 ans d'épargne, 5 cents à 8 cents par mois sur un salaire et une pension d'enseignante. Un total de 187 000 $, y compris les rendements des investissements. Tout déposé sur un compte UTMA custodial pour sa petite fille, Drew Collins. Elle fait glisser les documents sur la table. Documents d'ouverture, relevé annuel, solde final, 214 $. Ma fille et son mari ont retiré chaque centime, dit-elle, regardant directement la caméra. Ils l'ont utilisé pour acheter une maison pour leur fils, pas pour Drew. Drew n'a pas reçu un seul centime. Karen demande, et vous portez plainte pénale contre votre propre fille? Ruth joint les mains, stable et inébranlable. J'aime ma fille. Je l'aimerai toujours. Mais j'aime la justice davantage. Et Drew mérite la justice. Cet argent n'était jamais à moi pour le donner à Diane. Il n'était jamais à Diane pour le prendre. Il appartenait à Drew dès le jour où j'ai déposé le premier $. La caméra reste longtemps sur son visage. 74 ans, enseignante à la retraite, colonne vertébrale d'acier. Karen Avery la remercie, range le matériel et nous dit que le segment sera diffusé lors du journal du jeudi soir. 48 heures. Dans 48 heures, toute la ville saura. Journal de 18 h le jeudi. Je regarde depuis le salon de Grand-Ma Ruth. Elle est assise dans son fauteuil, mains jointes sur les genoux, yeux sur l'écran, et aucun de nous ne parle. Le segment dure 4 minutes. Karen Avery commente sur des images de notre ville, le palais de justice, la banque sur Main Street, le lycée. Puis le visage de Grand-Ma Ruth remplit l'écran, sa voix stable et claire, portant la vérité dans 12 000 salons. Une grand-mère accuse sa fille d'avoir volé le fonds d'études de 187 000 $ de sa petite fille. Ça se passe exactement comme on pouvait s'y attendre. À 20 h, le groupe Facebook de la communauté de Ridgemont est en feu. Des centaines de commentaires, de partages, des gens qui taguent d'autres gens. Madame Patterson, mon prof d'anglais AP, écrit « J'ai enseigné à Drew Collins pendant 4 ans. Elle a mérité chaque note, chaque prix, chaque opportunité. Cette fille mérite mieux que ça. » 87 likes en 20 minutes. Des parents commencent à poster « J'ai un UTMA pour mon fils. » Je vérifie tout de suite. Est-ce que ça arrive? Un parent peut-il simplement prendre l'argent? J'appelle ma banque demain. Je fais défiler les commentaires depuis le canapé de Ruth. La plupart sont solidaires, quelques-uns sont prudents. Il y a 2 côtés à chaque histoire. Mais quand Karen Avery poste un lien vers une explication légale sur les comptes custodiales, même les prudents se taisent. Maman regarde. Je le sais parce que Tyler m'envoie un texto à 20h22. Maman a vu les infos. Elle a essayé d'appeler la station. Ils n'ont pas voulu le retirer. Puis un deuxième texto, je l'ai vu aussi. Je suis vraiment désolé, Drew. Je vais réparer ça. L'histoire est reprise par une station au niveau de l'État vendredi matin. Ridgemont n'a jamais vu ça, et ce n'est que le début. La contre-attaque de maman arrive vendredi à midi. Un long post Facebook soigneusement rédigé sur sa page personnelle, l'histoire que vous avez vue aux infos ne raconte qu'un seul côté. Je suis une mère aimante qui a tout sacrifié pour mes 2 enfants. Les fonds ont été utilisés pour l'avenir de notre famille. Ma mère et moi avons eu des différends depuis des années, et je suis brisé qu'elle ait choisi de les rendre publics. Je demande de la confidentialité, de la compassion et des prières pendant ce moment incroyablement difficile. Ça obtient 114 réactions en 1 heure, mais quelque chose d'intéressant se passe en dessous.
Les commentaires se divisent, et pas en sa faveur. Diane, un compte custodial appartient à l'enfant. C'est la loi. Je connais Ruth Hartwell depuis 30 ans. Elle ne ment pas. Si c'était une décision familiale, pourquoi Drew n'était pas au courant? Un par un, les mains en prière s'amenuisent. Les messages, tiens bon, ralentissent. Les gens qui étaient à ma fête de remise de diplôme commencent à se taire. Oncle Jim supprime son commentaire. Maman est retirée du groupe Ridgemont Women's Auxiliary le samedi. La coordinatrice de la chaîne de prière de l'église appelle et suggère qu'elle se retire du leadership pour un temps. Les voisins arrêtent de saluer. Et puis un message privé arrive dans ma boîte d'une personne que je ne reconnais pas tout de suite, Sandra Mullen, la colocataire de maman à l'université. Drew, je suis désolé pour ce que tu traverses. Je veux que tu saches que ta mère m'a emprunté $3000 l'année dernière et ne les a jamais remboursés. Quand j'ai vu les infos, je n'ai pas été surprise. J'étais juste triste. Je fixe le message. $3000. Une autre personne, un autre mensonge. Le récit de maman s'effondre, non parce que quelqu'un l'attaque, mais parce que la vérité a sa propre gravité, et la gravité n'a pas besoin de permission. Le mercredi suivant, Margaret Bowen appelle. Drew, j'ai une mise à jour. Le bureau du procureur du district a officiellement ouvert une enquête. Ils ont assigné les relevés bancaires. Je suis assise sur le porche de Grand Marut. C'est un matin chaud. Le carillon éolien tourne lentement. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Manuel. Ma famille est réduite à un exemple de manuel juridique. Quel genre de poursuite? Vol qualifié. Vu le montant, ta mère et ton père pourraient faire face à de sérieuses conséquences. On parle de probation au minimum, de peine de prison potentielle au maximum. Je ferme les yeux. Le carillon éolien fait un son doux et clair. Y a-t-il un moyen s'il rembourse? Est-ce que ça peut s'arrêter? La restitution peut être un facteur atténuant lors de la sentence, mais le procureur prend les décisions de poursuite indépendamment. Une fois la plainte déposée, ce n'est plus à toi de la retirer. J'appelle Grand-Ma Ruth après avoir raccroché. Elle est à l'intérieur en train de préparer le déjeuner. J'ai peur, Grand-Ma. De quoi? Qu'ils aillent vraiment en prison. Ce sont mes parents. Ruth reste silencieuse un long moment. Quand elle parle, sa voix est la plus douce qu'elle ait été tout au long de cette histoire. Drew, tu ne les y as pas mis. Ils s'y sont mis eux-mêmes. Chaque signature, chaque retrait, chaque mensonge c'était leur choix, pas le tien. Je hoche la tête même si elle ne peut pas me voir à travers la porte moustiquaire. Maintenant viens à l'intérieur. La soupe refroidit. J'entre. Je mange la soupe, mais mon esprit est ailleurs parce que Tyler est sur le point de faire quelque chose que personne n'attendait. Tyler appelle un vendredi après-midi. Sa voix sonne différente, plus calme, plus âgée d'une certaine façon. Drew, j'ai parlé à un avocat. Mon propre avocat, pas celui de maman. Je rends la maison. Je suis dans la cuisine de Grand-Ma Ruth et je pose le verre que je tiens. Tyler, la maison est à ton nom. Je sais, et elle a été achetée avec ton argent. Je ne peux pas y vivre. Je suis resté éveillé toutes les nuits à fixer le plafond d'une maison que ma petite sœur a payée sans le savoir. J'en ai fini. Il me dit le plan. Il mettra la maison en vente. Les bénéfices iront directement dans un compte de restitution. Margaret Bowen supervisera le transfert. Propre, légal, documenté. Mon avocat dit que je ne suis pas légalement obligé, continue Tyler. Je n'étais pas le responsable. Je n'ai rien signé. Je ne savais pas. Alors pourquoi tu fais ça? Parce que c'est juste. Et parce que, il marque une pause, sa voix se brisant légèrement, parce que je ne peux pas être la personne en laquelle maman m'a transformé. Je refuse. Je ne dis rien pendant un moment. La cuisine est silencieuse. Grand-Ma Ruth est dans la pièce d'à côté, je l'entends tourner les pages. Tyler, elle t'a dit que c'était un prêt. Elle m'a dit beaucoup de choses. Une autre pause. J'ai examiné les documents qu'elle m'a donnés. Les documents de ligne de crédit sur valeur domiciliaire? Ils sont faux, Drew. Il n'y a pas de HELOC, pas de prêteur, pas de numéro de prêt. Elle les a fabriqués.
L'air quitte mes poumons. Maman n'a pas seulement volé, elle a construit une traînée de mensonges papier pour le couvrir. Elle a falsifié des documents. Elle a menti au visage de son propre fils. Merci, Tyler, dis-je, parce que c'est tout ce que je peux dire. Ne me remercie pas. J'aurais dû poser des questions il y a longtemps. Il raccroche. Je m'assois à la table et fixe le mur. Cette famille est brisée, mais peut-être pas entièrement. 2 semaines plus tard, le procureur rend ça officiel. Diane Collins et Roy Collins sont formellement accusés de vol qualifié de fonds custodial. Le montant, 187 000 $. L'accusation, détournement d'actifs UTMA détenu en fiducie pour un bénéficiaire mineur. Karen Avery diffuse la mise à jour lors du journal du jeudi. Un couple de Ridgemont fait face à des accusations criminelles après avoir prétendument vidé le fonds d'études de sa petite-fille. Maman engage un avocat de la défense. Sa stratégie est prévisible, arguer qu'en tant que responsable, Roy croyait agir dans ses droits, que la famille considérait les fonds comme collectifs, un malentendu sur les obligations custodiales. Mais les relevés bancaires racontent une autre histoire. 9 000 ici, 12 000 là, 15 000 répartis sur 8 mois juste en dessous des seuils de déclaration qui déclencheraient des alertes automatiques. Calculé. Délibéré. Pas un malentendu, une stratégie. Et puis la révélation de Tyler sur les documents et logs fabriqués parvient au procureur. Ça change tout. Les documents falsifiés transforment une mauvaise décision en préméditation. Roy, par son avocat, approche le procureur avec une offre de plaidoyer. Il veut coopérer, admettre sa faute et accepter la responsabilité. Maman refuse. Elle continue de se battre, insistant que c'était son droit en tant que mère. Je regarde les infos depuis le salon de Grand Marut. Le même fauteuil, les mêmes mains jointes. Je ne voulais pas qu'il soit au tribunal, dis-je à personne en particulier. Je voulais qu'ils soient mes parents. Ruth tend la main et serre la mienne. Elle ne dit rien. Elle n'en a pas besoin. Dehors, le lampadaire sur Maple s'allume. Le soleil se couche sur Ridgemont, et la famille Collins, quel que soit le sens que ce mot avait autrefois, ne sera plus jamais la même. Mais la vérité est sortie. Et la vérité, contrairement à l'argent, ne peut pas être retirée. Pendant que la machine judiciaire avance, Grand-mère Ruth fait ce qu'elle a toujours fait, elle agit. Un mardi calme, elle rencontre Margaret Bowen au bureau de l'avocate en centre-ville. Je suis assise à côté d'elle. Margaret a des documents étalés sur la table de conférence, mais cette fois ce n'est pas pour l'affaire. C'est pour l'avenir. Je veux établir une fiducie irrévocable, dit Ruth. Pour Drew. Pas de membre de la famille comme fiduciaire. Un fiduciaire corporatif, la banque. Margaret hoche la tête. C'est la structure la plus sûre. Aucun accès individuel sauf Drew, et seulement après ses 21 ans. Distribution limitée à l'éducation et aux dépenses de vie essentielles. Ruth ouvre son sac et sort un chèque de banque. Elle le fait glisser sur la table. 42 000 $. Je le fixe. Grand-ma, c'est tout ce que tu as. C'est ce qu'il me reste, dit-elle simplement, comme si elle me donnait l'heure. Mes économies, ma réserve de pension, tout ce qui n'est pas cette maison et ma sécurité sociale. Je ne peux pas prendre ça. Tu ne le prends pas. Je le donne. De la même façon que j'ai donné le premier dollar il y a 18 ans. Elle pose sa main sur la mienne. Ses doigts sont fins et chauds. Ce n'est pas 187 000, mais c'est assez pour commencer. Je pleure pour la première fois depuis que tout ça a commencé. Je suis assise dans le bureau de l'avocate et je pleure comme si j'avais 10 ans. Ruth ne me dit pas d'arrêter. Elle ne dit pas que ça ira. Elle tient juste ma main et attend que j'ai fini. Tu vaux chaque centime, Drew. Tu l'as toujours valu. Margaret dépose les documents de la fiducie cet après-midi-là. 42 000 $, protégés, intouchables, qui m'attendent. Ma grand-mère a 74 ans. Elle vient de donner tout son filet de sécurité pour moi parce qu'elle croit que je le vaux. Et pour la première fois depuis longtemps, je le crois aussi. Les conséquences n'arrivent pas toutes en même temps. Elles s'accumulent comme la neige sur un toit, d'abord silencieuse, puis assez lourde pour changer la structure. Maman est licenciée de son emploi à temps partiel chez Ridgemont Floral. Madame Garza, la propriétaire,
l'appelle dans l'arrière-salle un lundi et dit « Diane, je ne peux pas avoir quelqu'un qui fait face à des accusations criminelles représenter ma boutique. Je suis désolé. » Maman dit à papa que c'est parce que les affaires sont lentes. Papa sait mieux. Il ne dit rien. Le travail de papa se tarit aussi. Il est électricien indépendant depuis 20 ans. Mais dans une petite ville, la réputation est le seul CV qui compte. 2 clients réguliers annulent leur contrat la même semaine. Un troisième cesse de répondre aux appels. Personne n'envoie de lettres formelles, ils disparaissent simplement. Maman est retirée du conseil de l'auxiliaire féminine de l'église. Pas invitée à se retirer de retirer. Le pasteur Davis appelle la maison et demande une rencontre privée. Maman n'y va pas. Le quartier change, subtil mais indiscutable. Madame Whitfield de l'autre côté de la rue agitait la main tous les matins, maintenant elle vérifie sa boîte aux lettres le dos tourné. Les Peterson d'à côté arrêtent d'inviter mes parents au barbecue du 4 juillet. Tyler vend la maison. Ça se conclut en 6 semaines. Bénéfice net après frais, 178 000 $. Chaque centime va dans le fonds de restitution que Margaret Bowen a créé. Tyler emménage dans un studio de l'autre côté de la ville. Il prend du travail freelance supplémentaire. Il ne se plaint pas. Tyler et moi parlons encore. Des conversations courtes, prudentes. Il m'envoie un texto tous les quelques jours, j'espère que les cours se passent bien. Je réponds, merci. J'espère que tu vas bien. Nous ne sommes pas où nous étions, mais nous ne sommes pas partis non plus. La ville n'oublie pas. Mais la ville ne s'acharne pas non plus. Les gens s'ajustent simplement. Ils réarrangent leur compréhension de qui est vraiment Diane Collins. Et ça, pour quelqu'un qui a construit sa vie sur l'image, est la pire punition de toutes. Je ne demande pas d'aide. Je ne l'ai jamais fait. C'est un peu tout le problème. Mais l'aide arrive quand même. Madame Patterson, mon prof d'anglais appelle celle qui a regardé le discours de maman à la fête de remise de diplôme et n'a pas hoché la tête, lance un GoFundMe 3 jours après la diffusion sur Channel 7. Le titre, aider Drew Collins à aller à l'université. Objectif, 20 000 $. Ça atteint 20 000 $ en 16 heures. À 72 heures, le total est de 67 000 $. Des dons de tous les TAM 5 $ ici, 50 là, quelques dons anonymes de 500 $. Des gens que je n'ai jamais rencontrés écrivent des notes comme « J'étais aussi la fille négligée. Va chercher ton diplôme » et « Ruth Hartwell a enseigné à ma mère en 1987. » La pomme ne tombe pas loin de l'arbre. Puis l'université appelle. Le bureau des admissions, une femme nommée Dr Simmons. Drew, nous avons suivi ta situation. Nous aimerions t'offrir une bourse complète de frais de scolarité basée sur ton mérite académique et ton leadership communautaire démontré. Je suis assise sur le porche de Grand-Ma Ruth quand elle le dit. Ma main tremble pour la première fois depuis des semaines. Frais de scolarité complet. Frais de scolarité complet. 4 ans. Nous croyons en toi, Drew. Je raccroche et entre. Ruth est à la table de la cuisine, toujours la table de la cuisine, en train de lire le journal. Je reste dans l'embrasure de la porte. Elle lève les yeux. Je l'ai eu, dis-je. Bourse complète. Son visage ne change pas tout de suite. Puis son menton tremble. Puis ses yeux se remplissent. Et Ruth Hartwell, la femme qui a porté plainte pénale contre sa propre fille sans verser une larme, pleure. C'est la seule fois où je l'ai entendue pleurer. Je savais que tu l'aurais, murmure-t-elle. Je l'ai toujours su. Le GoFundMe est redirigé vers les frais de vie et les livres. Chaque dollar comptabilisé, chaque centime pour l'avenir. Et quelque part dans la liste des donateurs, un don anonyme de 500 $. J'apprends plus tard que c'était Tyler. 4 mois plus tard, en octobre, les feuilles sur Maple Street ont viré au doré et l'air sent la fumée de bois dans la cheminée de quelqu'un d'autre. L'accord de plaidoyer de Roy passe en premier. Il plaide pour vol simple, réduit d'un crime grave en échange d'une coopération complète et d'un témoignage. 3 ans de probation, 93 500 $ de restitution à sa moitié. Il se tient dans la salle d'audience en costume gris qui ne lui va pas tout à fait bien et dit « J'accepte la responsabilité, votre honneur ». Il ne me regarde pas, mais je vois ses mains trembler sur les côtés. Maman tient plus longtemps.
Elle passe par 3 arguments: l'argent était une ressource familiale, elle avait la discrétion custodiale, et Ruth agissait par dépit. Son avocat pousse chacun. Le juge écoute, mais les preuves parlent plus fort. Les documents et logs falsifiés scellent le sort. À la fin, Diane Collins accepte un plaidoyer. Vol qualifié réduit à classe 4. 5 ans de probation, 93 500 $ de restitution, 200 heures de service communautaire. Pas de prison, mais un crime grave permanent sur son casier. Et elle ne dit rien au tribunal. Pas « je suis désolé », pas « j'avais tort ». Elle signe les documents, se lève et sort de la salle sans regarder personne. La vente de la maison de Tyler couvre 178 000 $ de la restitution totale. Maman et papa doivent les 9 000 $ restants par paiement mensuel. Avec la fiducie de Ruth, la bourse et le GoFundMe, je commence l'université à l'automne à temps, entièrement financé, livres achetés, chambre en résidence assignée. Je m'assois sur mon nouveau lit le jour de l'emménagement et je laisse les chiffres s'installer. La justice ne ressemble pas à une victoire. Ça ressemble à du chagrin avec un reçu. Il y a eu un moment et j'y pense souvent. Si maman avait juste dit « je suis désolé ». 2 mots. Aurais-je abandonné les poursuites? Je ne sais pas. Mais elle ne l'a jamais dit. Pas une fois. Pas même aujourd'hui. C'est la partie à laquelle je reviens sans cesse. Pas l'argent, pas le tribunal, mais le silence là où une excuse aurait dû être. Je me demande parfois, si tes parents t'avaient fait ça et qu'ils n'avaient jamais dit qu'ils étaient désolés et même avec les preuves devant le juge, même avec toute la ville qui regardait, pourrais-tu leur pardonner? Où tiendrais-tu la ligne? Je n'ai pas encore la réponse. Peut-être que je ne l'aurai jamais. Mais j'aimerais vraiment savoir ce que tu en penses. Pardonnerais-tu, ou protégerais-tu ta limite? Dis-le-moi dans les commentaires. Je lis chacun d'eux. C'est novembre maintenant. Ma chambre en résidence est petite, un lit simple, un bureau en bois, une fenêtre qui donne sur la cour principale où les étudiants traversent l'herbe entre les cours. Au mur au-dessus de mon bureau, il y a une photo, grand-mère Ruth et moi le jour de la remise de diplôme. Elle porte son cardigan bleu, celui avec les boutons qu'elle a depuis que j'étais bébé. Je suis en toque et robe. Nous sourions toutes les deux. C'est la seule photo de ce jour que j'ai gardée. Les gens me demandent parfois des amis ici à l'école, une colocataire, un professeur qui a lu l'article si je et mes parents. Et non. C'est la réponse honnête, et ça surprend les gens. Je suis en colère. Je suis blessé à des endroits que je ne comprends pas encore pleinement. Mais la haine prend de l'énergie que je préfère dépenser ailleurs. Ce que je ressens est quelque chose de plus calme que la haine et de plus lourd que la tristesse. C'est le poids de savoir que les personnes censées te protéger ont choisi de ne pas le faire. Je ne raconte pas cette histoire pour que tu aies pitié de moi. Et je ne la raconte pas pour que tu détestes ma mère. Je la raconte parce que j'ai passé 18 ans à croire que le silence était une force. Que si j'étais assez bonne, assez silencieuse, assez facile, éventuellement je serais vue. J'avais tort. Le silence n'était pas une force, c'était une permission. Et quand j'ai arrêté de donner la permission, tout a changé. Si tu es dans une situation où quelqu'un dans ta famille te prend ton argent, ta paix, ton sens de toi-même, je veux que tu entendes ça, poser une limite n'est pas une trahison. Ce n'est pas brûler un pont. C'est construire une porte. Une qui ne s'ouvre que de ton côté. C'est toi qui décides qui passe. Je ne sais pas si mes parents reviendront un jour à cette porte, mais pour la première fois, la porte est à moi. J'appelle grand-mère Ruth tous les dimanches soirs à 19 h. Elle est toujours dans la maison sur Maple Street. Toujours les volets bleus, le carillon éolien, les hortensias. Elle m'a dit la semaine dernière que la balançoire du Porsche a besoin de nouvelles chaînes. Je lui ai dit que je les réparerais pendant les vacances d'hiver, et elle a dit qu'elle y croirait quand elle le verrait. Les dossiers bleus sont toujours dans son tiroir de cuisine. Au cas où, dit-elle. Je ne discute pas. Tyler m'envoie un texto tous les quelques jours. Des messages courts, rien de lourd. Comment est la nourriture au réfectoire? Terrible, mais gratuite. Tiens bon. Nous reconstruisons quelque chose. Je ne sais pas encore comment l'appeler. Ce n'est pas ce que c'était avant, parce que ce que c'était avant n'était pas réel. C'est plus lent, plus prudent,
construit sur quelque chose qui pourrait vraiment tenir. Mais maman et papa, je ne leur parle pas. Pas d'appel, pas de texto, pas de visite. 2 mois après la sentence, une lettre est arrivée à ma résidence, écrite à la main. Le papier à lettres de maman, le genre crème avec ses initiales en relief en haut. Je me suis assise sur mon lit et je l'ai ouverte. Cher Drew, je sais que tu ne veux peut-être pas avoir de mes nouvelles. Je veux que tu saches que j'ai fait ce que je pensais être juste pour cette famille. Ton père et moi avons toujours essayé de donner à nos 2 enfants le meilleur que nous pouvions, et j'espère qu'un jour tu comprendras ça. Je l'ai lu 2 fois, puis une 3e, cherchant le mot « désolé ». Il n'y était pas. J'ai plié la lettre, l'ai mise dans le tiroir de mon bureau et je l'ai fermée. Peut-être qu'un jour j'écrirai en retour. Peut-être pas. Mais ce choix, pour la première fois de ma vie, est à moi. Je regarde par la fenêtre la cour. Des étudiants marchent vers les cours dans le froid, le souffle visible. Leur avenir devant eux. Le mien aussi. Pour la première fois de ma vie, mon avenir est entre mes propres mains. Si tu es encore là, si tu es resté jusqu'au bout, merci. Je sais que cette histoire est lourde. Je sais que c'est le genre de choses qui te donne envie de vérifier les gens que tu aimes et de revérifier les comptes que tu pensais sûrs. Je sais, parce que j'ai ressenti tout ça et je l'ai vécu. Je ne t'ai pas raconté ça pour la pitié. Je ne t'ai pas raconté ça pour la vengeance. Je te l'ai raconté parce que quelque part là dehors, quelqu'un est assis dans sa chambre en ce moment à fixer un relevé bancaire qui n'a pas de sens. Et il se demande s'ils sont fous. Il se demande si ça vaut la peine de se battre. Il se demande si se lever signifie tout perdre. Ça pourrait. Je ne mentirai pas là-dessus. J'ai perdu mes parents. J'ai perdu la version de ma famille que je pensais avoir. J'ai perdu des mois de sommeil et des années de confiance. Mais j'ai gagné quelque chose aussi. J'ai gagné mon avenir. J'ai gagné mon respect de moi. J'ai gagné une grand-mère qui m'a appris que l'amour et la responsabilité ne sont pas opposés, ils sont la même chose. Et j'ai gagné ça, la connaissance que je ne suis pas la personne qui reste silencieuse pendant que quelqu'un prend ce qui m'appartient. Plus maintenant. Si ça te parle, si tu as été la silencieuse, la négligée, celle qui garde la paix au prix de sa propre paix, j'espère que tu m'entends. Tu vaux la peine qu'on se batte pour toi, même quand la personne contre qui tu te bats porte le même nom de famille. Et grand Marut, si tu écoutes, merci pour chaque enveloppe, chaque dollar, chaque appel du dimanche. Je t'aime plus que je ne sais le dire. Merci d'être resté jusqu'à la toute fin. Si cette histoire t'a fait ressentir quelque chose, s'il te plaît abonne-toi et active la cloche de notification pour ne pas rater la suite. Et si tu as déjà eu affaire à un membre de la famille qui a appris quelque chose qui était à toi, argent, confiance, ton sentiment d'appartenance, je veux entendre ton histoire. Laisse-la dans les commentaires. Je lis chacun d'eux, et cette communauté aussi. Il y a une autre histoire liée dans la description sur une femme dont les beaux-parents ont essayé de s'emparer de son héritage lors d'un dîner familial devant 40 invités. La façon dont elle a géré ça, tu voudras voir comment celle-là se termine. À bientôt là-bas.